Donc, on se donne une petite minute pour laisser le temps aux gens de se connecter, puis on débute très bientôt. Hier, c'est tout le monde la même affaire. OK, on va tranquillement commencer. Donc, je remercie l'ensemble des entraîneurs qui sont avec nous. Je vous rappelle quelques consignes d'usage. Donc, je me présente rapidement. Félix-Antoine Lapointe, entraîneur-chef à la Fédération provinciale d'athlétisme. Je vais être le modérateur aujourd'hui lors de la conférence. Donc, je rappelle tous les gens qui sont sur la conférence de garder votre micro fermé. On a quelques personnes comme Alfredo, Marcel. Présentement, vos micros sont allumés. Merci de les fermer rapidement pour le bon fonctionnement de la conférence. Donc, vous voyez, vous gardez vos micros fermés, caméras fermées. Si vous avez des questions qui vont venir pendant la conférence, je vous encourage à les écrire dans la zone de chat qui est au milieu de l'écran. Et au besoin, je vais pouvoir prendre la parole et adresser vos questions à M. Renaud Longuèvre, qui est notre conférencier aujourd'hui. Puis, dans la mesure où on a le temps, en fin de présentation, possiblement que je pourrais donner la parole à quelques-uns d'entre vous si vous avez des questions. Puis, à ce moment-là, vous pourrez ouvrir vos micros et caméras. Vous allez voir que tout au long de la présentation, lorsque Renaud va partager son écran, vous allez avoir sa présentation PowerPoint. Vous allez pouvoir cliquer en haut à droite de sa présentation sur les flèches pour les rendre en plein écran. Vous pouvez aussi, sur votre écran, dans la partie de droite, en haut, il y a 3 petits points au niveau options. Vous pouvez cliquer et sélectionner le mode plein écran, qui est une interface peut-être préférable lorsque la conférence aura lieu. Donc, maintenant, sans plus tarder, je vous présente M. Renaud Longuèvre, qu'on est très heureux d'avoir avec nous. Il est entraîneur et directeur de la performance pour la Fédération israélienne d'athlétisme. Monsieur Longuèvre est un entraîneur français qui a longtemps œuvré à la Fédération française d'athlétisme. Il a encadré plusieurs athlètes de haut niveau, dont Ladji Doucouré, qui est champion du monde au 110 mètres haies ainsi qu'aux 4 fois 100 mètres. Aujourd'hui, le sujet de la conférence va être en lien avec la détection et l'accompagnement de jeunes talents sportifs. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à M. Longuèvre et n'oubliez pas, si vous avez des questions, on les pose dans la boîte de clavardage. Bonne conférence à tous. Ben, bonjour à tous, bonjour à tous les amis, les collègues du Québec. Là, je me trouve donc à Tel Aviv, en Israël, là où je travaille maintenant. Et je remercie tout simplement la Fédération québécoise d'athlétisme de m'avoir invité pour cette petite présentation et cet échange. Ce que je vous propose, c'est d'effectivement vous donner mon point de vue sur un sujet qui nous intéresse tous, qui est la détection des jeunes talents et surtout l'accompagnement des jeunes talents. Alors, ma présentation elle va se faire en 3 temps. La première partie, c'est tout simplement mon point de vue et mon expérience en la matière, puisque Félix-Antoine l'a dit, je suis d'abord un entraîneur, je reste un entraîneur. Aujourd'hui, j'occupe la fonction de directeur de la performance pour une fédération qui est la Fédération israélienne d'athlétisme. Juste avant ce contrat-là, j'étais manager général de l'équipe de France d'athlétisme entre les Jeux Olympiques de Londres et les Jeux Olympiques de Rio. Un peu avant ça, j'étais entraîneur national du sprint et des haies pour l'équipe de France, donc de 2008 à 2012. Et puis, avant cela, j'étais entraîneur. Je suis toujours resté entraîneur. Aujourd'hui, je conserve encore quelques athlètes que j'entraîne, à qui je fais des plans d'entraînement. Même si aujourd'hui, dans la fonction de directeur de la performance, je suis plus un coach pour les coachs. C'est-à-dire que tous les entraîneurs en Israël me montrent le plan d'entraînement, je les forme tout au long de l'année, je les accompagne tout au long de l'année, je leur amène mon expérience pour essayer de leur éviter des erreurs, mais surtout faire en sorte que le jour où je m'en irai de ce pays, ils soient
ils soient en capacité de former pendant 20-30 ans des jeunes talents et de les accompagner le plus haut possible. Voilà un petit peu pour ma présentation. Comment est-ce que je partage? Voilà, partager mon écran. On va y arriver. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous souhaitez me poser des questions pendant ma présentation ou est-ce que vous souhaitez qu'on garde les questions pour la fin et terminer l'intervention par un question-réponse? Je vous avoue que moi, ça me dérange pas si on me coupe, si on me stoppe et qu'on me pose une question. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, où est-ce que… Donc, je prends la parole un petit instant. Normalement, présentement, sur la plateforme, vous voyez dans la section de droite la caméra de M. Longueuil qui est annulée, puis au bas, sa présentation. Pour être en mesure de bien voir la présentation, vous pouvez passer en mode plein écran en cliquant sur les flèches en haut à droite de sa présentation ou encore sur les 3 petits points options en haut à droite. Vous pouvez cliquer le mode plein écran et vous allez être en mesure de bien voir la présentation. Donc, bonne conférence à tous. Et est-ce que là, Félix-Antoine, est-ce que vous voyez bien la première diapo du PowerPoint? Oui, on voit la diapo détecter et accompagner les jeunes talents. Puis, comme j'ai dit, les entraîneurs, vous pouvez cliquer pour le voir en plein écran pour être capable de bien voir le PowerPoint. Alors, Félix-Antoine, qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaites que les gens posent des questions pendant la présentation ou au contraire de garder les questions pour la fin? Moi, ce que j'aimerais, c'est que si les gens ont des questions, ils peuvent les écrire dans la boîte de clavardage pendant la présentation. Puis, je vais gérer les questions de façon à ne pas vous interrompre trop souvent. Mais si je pense que c'est le bon timing, je pourrais prendre la parole puis lire la question posée. Super, super. Allez, on est parti. Donc, quand on parle de détection, le premier écueil, la première chose à savoir, c'est que la performance ne prédit pas la performance. Ça veut dire quoi? Une fois qu'on a dit ça, c'est que tout simplement, quand je travaillais à la Fédération française d'athlétisme, on s'est intéressé, quand on a voulu parler de détection, on s'est intéressé à ce qu'on appelle l'étude du devenir des minimes. L'étude du devenir des minimes, c'est quoi? C'est tout simplement de regarder le bilan de tous les temps des meilleurs jeunes de moins de 16 ans, c'est-à-dire en France, c'est la catégorie minime, les U16. Et quand on regarde les 20 meilleurs de tous les temps sur le sprint, sur le 1000 mètres, sur le saut en longueur, sur le lancer de poids, eh bien, on regarde ensuite les 20 meilleurs de tous les temps chez les seniors et on a fait une étude comme ça pour voir un peu si les meilleurs à 15 ans sont les meilleurs à 25 ans. Et la réponse est évidemment que non. La performance ne prédit pas la performance. C'est pour ça que la détection, c'est quelque chose de compliqué. Parce que ce serait facile. Sinon, il suffirait de prendre les meilleurs à 15 ans et puis de les mettre à l'INSEP à Paris pour la France et de les entraîner. Et on serait sûr que c'est eux qui seraient plus tard les athlètes médaillés aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde. Mais ça ne marche pas comme ça. Alors, l'étude du devenir des minimes, elle dit quoi? Donc, quand on regarde pour chaque spécialité les 20 meilleurs de tous les temps à 15 ans et les 20 meilleurs de tous les temps en senior, eh bien, on s'aperçoit qu'il y en a très peu. Et surtout qu'il y en a beaucoup dans les 20 meilleurs de tous les temps en minime qu'on ne retrouve pas en senior. Parce que la finalité, on est d'accord, faire de la détection, c'est essayer de repérer
des athlètes à fort potentiel pour ensuite les accompagner et faire en sorte qu'ils s'épanouissent aux Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, c'est la compétition majeure pour notre sport. Alors, on sait, si on regarde l'âge moyen des champions olympiques depuis 1896 en athlétisme, c'est à peu près 25 ans pour les hommes et 23 ans pour les femmes. Ça veut dire que, en gros, comprenez bien, ça veut dire qu'on peut être champion olympique à 18 ans. C'est le cas de Steve Lewis sur 400 mètres en 88 à Séoul. On peut être champion olympique à plus de 30 ans. C'est le cas de Linford Christie sur le 100 mètres. Mais c'est une moyenne. C'est une moyenne sur toutes les épreuves et c'est une moyenne sur tous les Jeux olympiques. Donc, c'est à peu près 23 ans pour les femmes et 25 ans pour les hommes. Donc, ça nous donne un peu l'âge cible pour faire accéder à la haute performance. C'est-à-dire que quand on est face à des jeunes talents, eh bien, le plan de carrière qu'on doit construire, il doit être fait pour que ces jeunes arrivent à maturité, eh bien, à peu près dans cet âge-là. Voilà. Ce qui n'interdit pas, je le redis, des hautes performances autour de 20 ans et des hautes performances au-delà de 30 ans. Donc, la relation entre le niveau de performance à 15 ans et le niveau de performance en senior par spécialité, ça dit quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout simplement que sur cette étude des minimes, on s'aperçoit d'une chose, c'est que dans les épreuves, quand une épreuve a une part technique, une grosse part technique, eh bien, il y a moins de déperdition entre la catégorie minime, U16, et les seniors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, sur le saut à la perche, qui est une épreuve qui est très technique, qui a une grosse part de technique, eh bien, en France, par exemple, on retrouve en minime, déjà dans le bilan de tous les temps, dans les 20 meilleurs de tous les temps, on retrouve peut-être 30 ou 40% chez les seniors. Et c'est ça qui est intéressant dans l'étude des minimes, c'est que plus l'épreuve est physiologique, par exemple le 1000 mètres minime, eh bien c'est 0%. C'est-à-dire que les minimes sur les épreuves du sprint, par exemple, ou sur les épreuves du 1000 mètres, qui sont des épreuves très physiologiques, eh bien, on les retrouve pas chez les seniors. Alors que plus l'épreuve est technique, et plus on a de chances de retrouver les jeunes talents ensuite chez les seniors. Et ça, c'est vraiment la conclusion la plus marquante de l'étude du devenir des minimes. Et alors, vous allez me dire, c'est quoi une épreuve technique et une épreuve physiologique? Eh bien, je vais prendre un exemple. Si jamais vous demandez à quelqu'un dans la rue de faire un 100 mètres, il est capable de le faire. Il va faire 17 secondes, 16 secondes, peu importe, mais il va être capable de produire la performance. Alors que si vous demandez à quelqu'un dans la rue de lancer un marteau ou de faire un saut à la perche, il ne va pas être capable de produire une performance. Pourquoi? Parce que dans les épreuves les plus techniques, eh bien, il faut un enseignement, il faut un apprentissage. S'il n'y a pas un enseignement, s'il n'y a pas un coach pour vous dire à la perche, bah, tu mets ta main comme ça, tu prends la perche comme ça, tu plantes dans le butoir. S'il n'y a pas un enseignement, si on ne vous apprend pas le geste, vous n'êtes pas capable de produire de la performance. Et donc, par exemple, j'ai pris l'exemple du lancer de marteau. Pareil, le lancer de marteau, s'il n'y a pas un enseignant qui vous explique qu'il faut mettre la main comme ça, qu'il faut mettre l'autre main comme ça, eh bien, c'est impossible de prendre quelqu'un dans la rue qui va être capable de sortir le marteau de la cage et de produire une performance. Alors que, par exemple, vous prenez le lancer de poids, on va prendre le poids, on va le lancer à 2 mètres, 2 mètres 50. Entre le lancer de poids et le lancer de marteau, eh bien, le lancer de poids va être l'épreuve qui va être un peu plus physiologique.
et le lancer de marteau va être une épreuve qui est beaucoup plus technique. C'est comme ça qu'on peut classifier un peu les épreuves, la part de technique et la part de physiologique dans le niveau de performance observé chez les jeunes. Et donc, excusez-moi pour le bruit derrière, mais j'habite dans un quartier qui est un quartier qui s'appelle Jaffa, et Jaffa, c'est une ville mixte où il y a moitié d'Arabes et moitié de Juifs. Donc, j'ai une mosquée en face de chez moi, et donc le muezzin 5 fois par jour fait l'appel à la prière. Je m'en excuse, je suis désolé, on va être obligé, ça dure 3 minutes, donc j'espère que ça perturbe pas trop la qualité sonore de mon message. Voilà pour ce qui est de cette idée que la performance ne prédit pas la performance. Mais il y a un truc intéressant, c'est que plus l'épreuve est technique, plus on est sur des épreuves combinées, plus on est sur du saut à la perche, sur du lancer de marteau, sur une entrée technique, eh bien, plus on a de chances de voir les athlètes de moins de 16 ans les retrouver plus tard en senior. Ça, c'est un constat qui a été fait, et vous pouvez le faire dans votre fédération. Je pense que vous verrez également les mêmes choses. Que peut-on dire d'un jeune prodige? Alors, attention, parce que, encore une fois, ça ne veut pas dire que quand un jeune… donc, en gros, l'étude des minimes, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'en gros, il faut essayer d'être beaucoup plus à l'âge de 16 ans sur du technique, sur des épreuves techniques, idéalement des épreuves combinées. Mais faut pas pour autant écarter un jeune qui serait déjà spécialisé. Exemple, Christophe Lemaître. Christophe Lemaître, quand il était cadet, il était déjà spécialisé. Il apparaît dans les meilleurs cadets en France à l'âge de 17 ans. Il courait le 100 mètres en 10,53, qui est très très fort, mais c'est pas le meilleur de tous les temps. Le meilleur de tous les temps, il a fait 10,46, mais il a jamais fait chez les seniors, il a jamais fait de haute performance. Mais ce qui est intéressant chez Lemaître, c'est que Lemaître, par exemple, il a fait 10,53 en cadet, mais 2 ans plus tard, il a couru en 10,04 chez les juniors. Donc, vous voyez, ce qui est compliqué dans cette histoire de détection, c'est que la performance à l'instant T ne prédit pas la performance chez les seniors, mais on ne peut pas non plus dire s'il y a un jeune prodige sur le sprint, c'est pas parce qu'il est déjà très fort très tôt qu'il faut dire de lui qu'il ne sera pas bon chez les seniors. On ne peut pas exclure non plus des profils qui seraient déjà spécialisés sur des épreuves physiologiques. Qu'est-ce qu'un jeune talentueux? C'est quoi un jeune talentueux? Le talent, c'est croire qu'on n'en a pas. Ça, j'avais trouvé ça intelligent. C'est dans un autre sport, j'avais écouté un colloque sur la détection dans le football. Et les gens disaient que Zinedine Zidane, le joueur de foot, c'est quelqu'un qui était chez les jeunes, tout le monde disait qu'il n'avait aucun talent. On disait qu'il a été classé comme un besogneux, comme quelqu'un qui courait moins vite, qui avait moins de vitesse, qui était comme un escargot sur le terrain. Et du coup, comme il était plus lent que les autres, eh ben, il a développé une habileté technique qui était 100 fois supérieure. C'est-à-dire que lui, en gros, il n'a pas eu le choix. Il n'avait pas d'autre choix que de développer une qualité technique incroyable pour survivre, en fait. Et il a dû travailler 2 fois plus que les autres parce qu'au départ, on a dit de lui qu'il n'avait pas de talent. Et donc, cette phrase, elle fait écho chez moi, c'est-à-dire que le talent, c'est de croire qu'on n'en a pas. Ça veut dire que dès qu'un gamin, on va dire de lui, ah, c'est le futur Bolt, eh ben, il va se croire arriver un petit peu. On va quelque part écrire pour lui la réussite avant qu'elle soit arrivée. Et donc, quelque part, eh bien, ça endort, ça prive de la capacité de travail, alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui va être un petit peu un second couteau, va être au second plan, qui ne va pas être forcément celui qui est dans les spotlights, celui qui est dans la lumière, et ben celui-là, il va se dire, moi, il faut que je bosse
il faut que je refasse mon retard parce qu'il y a lui là-bas qui est beaucoup plus fort et il faut que je le batte. Donc, celui qui va être un petit peu caché derrière, eh ben celui-là, il va en faire 2 fois plus, il va bosser 2 fois plus et c'est peut-être ça le talent. Les qualités physiques. Alors, parce que quand on parle d'un jeune talentueux, évidemment, qu'est-ce qu'on met en avant? Bah, c'est celui qu'on repère, c'est celui qui va produire quelque chose, qui va taper dans l'œil des recruteurs, qui va taper dans l'œil de l'entraîneur dans les compétitions de jeunes. Donc, les qualités physiques, c'est quoi? C'est la vitesse, c'est l'endurance, c'est la force, c'est la souplesse et c'est la résistance. Donc, en général, les qualités qu'on va repérer chez des jeunes, c'est soit la vitesse, c'est soit l'endurance, la souplesse, la notion de souplesse. La résistance chez les jeunes, c'est très compliqué là aussi parce que on va le voir, il y a un grand problème. Il y a un grand problème, c'est le décalage entre l'âge chronologique et l'âge biologique. L'âge chronologique, c'est quoi? L'âge chronologique, c'est ce qu'il y a sur ton passeport. C'est à quelle date tu es né. Donc, l'âge chronologique, c'est voilà, c'est l'année de naissance, c'est les catégories d'âge, minime, cadet, junior, espoir, voilà. Et l'âge biologique, c'est quoi? Ah, c'est l'âge de ton corps, c'est l'âge de tes hormones, c'est l'âge de tes os, c'est l'âge de ton système nerveux, c'est l'âge du corps. Et là, c'est là qu'on a un gros problème. Et c'est pour ça que la performance ne prédit pas la performance. Parce que même si on peut aller avec des médecins, avec le suivi médical, faire la radio du poignet pour voir s'il reste encore de la croissance ou pas, c'est très, très compliqué d'évaluer l'âge biologique. Et c'est ça qui fait que l'étude des minimes aboutit à la performance, ne prédit pas la performance. Pourquoi? Parce que à moins de 15 ans, à 15 ans, à 14 ans, à 13 ans, vous allez mettre en compétition des gamins qui ont le même âge chronologique, qui sont nés la même année, mais il y en a un qui a un âge biologique de 18-19 ans, qui a déjà la pilosité qui est développée, qui a déjà un système hormonal, des muscles de 18-19 ans, et puis vous allez le mettre en compétition sur la même ligne de départ avec un gamin qui a lui aussi 13 ou 14 ans sur le passeport, mais qui est en retard dans sa puberté et qui va avoir un développement pubertaire, un développement hormonal d'un gamin de 10-11 ans. Donc, vous allez faire des compétitions à 13 ans ou à 15 ans entre des gamins, entre un homme et un enfant. Et c'est ce qui rend très, très complexe. Et c'est pour ça que moi, tout le début de cette présentation, mon but, c'est de dire, en matière de détection, la première règle, c'est la prudence. Et la grande règle, c'est de n'écarter personne du système. Pourquoi? Parce que le plus dur à identifier, ce sont les qualités psychologiques. Les qualités psychologiques, c'est on ne peut pas ouvrir le cerveau et voir justement, si on avait ouvert le cerveau de Zidane, si on avait ouvert le cerveau de Tony Parker, le joueur de basket, peut-être que plus tard, on pourra repérer des choses, ou Federer, mais c'est impossible de distinguer celui qui a les qualités psychologiques. Parce que les qualités psychologiques, c'est quoi? C'est la détermination, c'est cette capacité à aimer travailler, à aimer s'entraîner, à accepter l'effort, aussi, il y a une capacité qui est déterminante, c'est la capacité à ne pas être trop dépendant des louanges extérieures. Et ça, c'est déterminant. C'est la capacité à essayer de mettre une protection, être imperméable aux louanges extérieures. Parce que les louanges extérieures, c'est les articles de journaux sur un jeune qui a 15 ans, qui a 16 ans, qui fracasse tout, qui fait des records. Mais ça, tout autour de lui, l'environnement familial, ça y est, c'est un talent. Il va être très fort. Et ça, c'est ça, l'ennemi, c'est ça.
c'est être capable de justement de jamais être rassasié. Vous savez, j'ai longtemps bossé avec Renaud Lavillenie en tant que manager de l'équipe de France. Et c'est un garçon qui, lui, il s'en fiche complètement qu'on lui dise que c'est un grand champion, que ci, que ça. Son moteur, il est à l'intérieur, il est en lui. Ça m'amène à parler d'un facteur qui est central quand on parle de détection, c'est la motivation. La motivation, c'est quoi? On va l'appeler grand M. La motivation, grand M, il y a une motivation. Elle est composée de deux types de motivation. La motivation intrinsèque. Alors, c'est quoi la motivation intrinsèque? Celle-là, elle est très importante. C'est la motivation qui vient de l'intérieur. C'est une motivation, c'est les gamins qui jouent au foot dans la rue. Il n'y a personne qui leur dit de le faire. Il n'y a personne qui les paye pour ça. On ne leur donne pas une médaille s'ils gagnent ou pas. Ils n'ont rien à gagner. Ils vont dans la rue. Alors, peut-être qu'au Canada, les gamins, ils jouent au hockey. En France, c'est le football. Aux États-Unis, ça va être peut-être le basket. C'est la motivation qui vient de l'intérieur. C'est le sport qu'un enfant va pratiquer parce qu'il en a envie et parce que c'est pas poussé par quelqu'un d'autre ou par l'extérieur. À l'inverse, la motivation ou les motivations extrinsèques, eh ben, c'est tout ce que j'ai décrit. Ça peut être le regard des parents, ça peut être l'argent, ça peut être les médailles, ça peut être gagner un t-shirt, peu importe. C'est toutes les motivations qui viennent de l'extérieur. Et en fait, la motivation, ce qu'on appelle la motivation, eh ben, c'est l'addition de la motivation intrinsèque et de la motivation extrinsèque. Parce qu'il ne faut pas croire que, même si moi j'ai le sentiment que les très grands champions, aujourd'hui Federer, s'il continue de jouer, je ne pense pas que ce soit pour l'argent. C'est parce que c'est quelqu'un qui a une flamme à l'intérieur, qui a un vrai plaisir, une vraie motivation à jouer au tennis. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il a assez de contrats de pub, il a assez engrangé d'argent. Et je ne crois pas que ce soit pour ça qu'il continue à jouer au tennis. J'ai pris l'exemple de Lavillenie. Lavillenie, il a un sautoir à la perche dans son jardin. Moi, je suis sûr et certain que c'est un garçon qui, dans 20 ans ou dans 30 ans, si son corps lui permet, il continuera de s'amuser à faire du saut à la perche pour s'amuser. Donc, la motivation intrinsèque, vous l'avez compris, c'est celle qui est la plus importante. Mais attention, il y a des gens qui font des carrières avec la motivation extrinsèque. Il y a des gens qui ont le désir de l'ascenseur social, de s'en sortir par le sport, et c'est une motivation extrinsèque, et ça peut amener des gens à gagner des titres et à faire des carrières. Il ne faut pas non plus caricaturer et dire « Ah ben non, lui, il pense qu'à l'argent ou quoi ». Non, les professionnels, dans leur motivation, il y a la motivation extrinsèque. Par contre, attention, parce que là, on parle d'accompagnement des jeunes talents. On parle de détecter, d'accompagner les jeunes talents. Alors, il y a eu des études de fait là-dessus. Et il y a un auteur italien qui s'appelle Deci, D-E-C-I, qui a fait des études sur l'influence des motivations extrinsèques sur la motivation intrinsèque. Et il y a une légende qui est très connue dans la préparation mentale. D'ailleurs, ça se passe chez vous au Canada. Vous l'avez peut-être déjà entendu, cette histoire. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas. C'est l'histoire de jeunes gamins qui se réunissent tous les soirs pour jouer au hockey dans la rue. Et puis, ça fait du bruit parce que les buts, c'est des poubelles en métal. Et donc, le palais de hockey, il tape dans les poubelles en métal. Et il y a un vieux monsieur que ça embête tous les soirs. Et ce vieux monsieur, il ouvre sa fenêtre et il dit bah, les gamins, allez jouer ailleurs. Vous m'embêtez. Ça fait trop de bruit. Le palais qui tape dans les poubelles, bing, bang, boum. Arrêtez ça. Les gamins, ils n'en ont rien à faire. Le monsieur, il l'envoie balader et il continue de jouer. Donc, les gamins continuent de jouer au hockey. Et puis le vieux monsieur, il leur dit 3-4 fois, ça ne marche pas. Alors, il change de stratégie. Les gamins, ils viennent tous les soirs et le vieux monsieur commence à leur donner $1 à tous les enfants. Donc, ils sont 6.
ça lui coûte 6 $. Tous les soirs, il leur donne 6 $. Il leur donne 1 $ chacun. Alors, les gamins, ils sont super contents. Ils reviennent tous les soirs jouer au hockey. Ils prennent les 1 $ du vieux monsieur. Et puis au bout d'un moment, au bout de 4 mois, le vieux monsieur, il arrête de donner 1 $. Alors, les enfants continuent de venir. Puis, ils regardent l'heure. Ils disent, mais c'est pas possible. Il vient plus. C'est l'heure. Normalement, il nous donne notre dollar tous les soirs à cette heure-là. Au bout de 2 jours, personne. 3 jours, personne. 4 jours, personne. 5 jours, personne. Et au bout de 15 jours, 100% des enfants ont arrêté de jouer au hockey. Donc, ça nous amène à la conclusion qu'il y a une érosion de la motivation intrinsèque sous l'effet des récompenses extrinsèques. C'est pourquoi, quand on parle d'accompagnement des jeunes talents, eh bien, c'est très important de ne pas, de les préserver le plus longtemps possible de l'argent, des primes, de tout ce qu'on retrouve dans les sports professionnels qui arrivent très très vite. Mais moi, j'ai la conviction que plus longtemps on va aller préserver de ça, et mieux on va pouvoir préserver ce trésor qu'est la motivation intrinsèque. Le sentiment de compétence. Qu'est-ce que c'est le sentiment de compétence? Je vous recommande un bouquin qui s'appelle L'enfant et le sport, qui est un bouquin d'un auteur qui s'appelle Marc Durand. Donc, vous pouvez trouver ce livre. Et quand moi, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur, j'ai beaucoup appris dans ce livre. Et il parle du sentiment de compétence. Le sentiment de compétence, c'est quoi? C'est la perception qu'on a de soi. Alors, comment ça marche? C'est tout bête. C'est quand vous faites du saut en hauteur, par exemple, eh bien, vous sautez 1,20 m. Le jeune, à 12 ans, il saute 1,20 m. Avec son entraîneur, il s'entraîne pendant 2 mois. Et puis, il va à une autre compétition. Et là, il va sauter 1,35 m. Eh bien, le fait de battre son record, cette amélioration va influencer positivement ce qu'on appelle le sentiment de compétence. C'est-à-dire que le gamin, le jeune, il va se percevoir comme compétent. Quand on bat son record en athlétisme, on a une espèce de bouillonnement intérieur pendant les jours qui suivent, les heures qui suivent. Et ça alimente et ça augmente ce qu'on appelle le sentiment de compétence. Et ça marche à l'inverse. C'est-à-dire qu'un garçon ou une jeune fille qui va régresser, eh ben, progressivement, ça va être « je suis nul ». La perception que le jeune va avoir de lui-même va baisser progressivement et le sentiment de compétence va baisser. Mais le sentiment de compétence, on le retrouve aussi chez les adultes. Quand un quadragénaire va s'entraîner pour le marathon de New York et que il va s'entraîner et puis il va courir le marathon, il va avoir un record à 4h30, il va s'entraîner, il va prendre un programme d'entraînement, il va aller au marathon de New York et il va courir le marathon en 3h55. Eh bien, cette personne-là va rentrer ensuite auprès de ses amis, à son bureau, à son travail, et va dire, voilà, moi je suis allé au marathon de New York, j'ai fait moins de 4 heures, eh bien, ça va lui procurer un sentiment de compétence. Et c'est exactement ce paramètre-là qu'on va chercher à développer chez les jeunes. Pourquoi? Parce que là aussi, les chercheurs en psychologie ont réussi à établir qu'il y a une relation entre le sentiment de compétence et la motivation intrinsèque. C'est-à-dire que quand le sentiment de compétence augmente, eh bien, la motivation intrinsèque du jeune va augmenter elle aussi. Et à l'inverse, quand le sentiment de compétence baisse, eh bien, la motivation intrinsèque va baisser et on peut avoir un arrêt de la pratique de l'athlétisme si le jeune a une chute de son sentiment de compétence. Alors, l'accompagnement des jeunes talents. Donc, en gros, mon point de vue à moi, puisque moi, je suis là pour vous donner mon point de vue. Mon point de vue, c'est que chez les jeunes, il faut lutter contre la spécialisation précoce et la championnite. Moi, j'ai la conviction de ça. C'est que dès lors qu'on va trop vite mettre dans la lumière
en faire des champions trop tôt de ces jeunes, eh bien, on va avoir des problèmes qui sont des problèmes d'ordre psychologique. On peut avoir des problématiques de motivation. Et en ça, la spécialisation précoce, pourquoi elle nous est, on doit l'éviter parce que tout simplement, elle conduit à la championite. Valoriser la pratique des épreuves combinées. Ça, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis convaincu. Aujourd'hui, par exemple, il y a 2 jours, j'ai Wolfgang Killing, qui est un des cadres de la fédération allemande, qui a fait une intervention auprès des coachs que je forme dans la fédération d'athlétisme en Israël. Eh bien, Killing a fait une présentation sur la championne du monde du saut en longueur à Doha, Malaika Mihambo, 7,30 m. Eh bien, Mihambo, elle était déjà très, très douée. Elle sautait plus de 6 mètres à 15 ans. Mais elle a commencé par les épreuves combinées. Elle faisait du lancer de poids. Elle faisait des haies. Elle faisait de tout chez les jeunes. Warholm également. Karsten Warholm, le champion du monde du 400 mètres haies norvégien, a été champion d'Europe junior du décathlon. Et ensuite, s'est spécialisé. Les épreuves combinées, c'est vraiment, à mon sens, le moyen d'éviter la championite, d'éviter la spécialisation précoce, de préserver psychologiquement nos jeunes talents. Il faut mettre en œuvre une éducation athlétique visant à développer les apprentissages techniques. Mais oui, pourquoi les épreuves combinées? Parce qu'on revient à l'étude des minimes. Quand j'ai commencé ma présentation, je vous ai parlé du devenir des minimes et du fait que sur les épreuves les plus techniques, c'est là où on avait le plus de chances de garder les jeunes talents et de les retrouver plus tard. Donc, les épreuves combinées, eh bien, c'est un très bon moyen pour que le jeune puisse développer les apprentissages techniques sur plusieurs épreuves et bien sûr, garder une fraîcheur psychologique, garder intacte une motivation intrinsèque, augmenter parce que en faisant plusieurs épreuves, vous avez bien compris, le jeune va pouvoir avoir un sentiment de compétence qui augmente dans toutes les épreuves. Quand on bat son record, quand un cadet, par exemple, va battre son record dans la saison 3-4 fois au saut en longueur, 2 ou 3 fois au saut en hauteur, 2 fois sur les haies, un peu sur le 1500 mètres, eh bien, tout ce plaisir additionné, ce sentiment de compétence, ça va augmenter et faire bouillonner la motivation intrinsèque, booster la motivation des jeunes et ça va les préserver pour le projet à long terme. Il faut toujours privilégier le développement à long terme chez les jeunes. La compétition, oui, mais la compétition a la valeur d'entraînement à la compétition. On fait de la compétition pour s'entraîner à la compétition. On ne fait pas de la compétition pour en faire une finalité. Là aussi, chez les jeunes talents et l'accompagnement des jeunes talents, eh bien, il faut toujours avoir en tête que ce qui nous intéresse, c'est le développement à long terme. Alors, pour illustrer tout ce que je vous dis, parce que dans ma carrière, j'ai eu la chance d'être confronté à un jeune talent. Qui s'appelle Ladji Doucouré, qui est devenu en 2005 champion du monde du 110 mètres haies. Et donc, je vais vous montrer un petit peu. J'ai eu la chance de faire sa connaissance. Il avait 13 ans. Il était à l'école d'athlétisme de Viry-Châtillon. Il était entraîné par un monsieur qui venait d'Allemagne, monsieur Janik. Et moi, je l'ai entraîné à 100% à partir de l'âge de 15 ans. Et donc, je vais vous présenter un petit peu son parcours. Ça va vous illustrer un peu le propos de tout le point de vue que j'ai exprimé auparavant. C'est-à-dire que dans la détection, oui, bien sûr, j'ai vu le plan de développement de la Fédération du Québec. Toutes les fédérations font du talent identification. On fait tous de la détection des talents. Et bien évidemment que les meilleurs à 15 ans, on les invite en stage, on leur propose un programme de développement. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'un jeune est très très fort et très doué qu'il faut l'écarter. Ça ne veut pas dire que… Par contre, ce qu'il faut faire, c'est avoir un système qui garde tout le monde dans le jeu, qui n'écarte personne. Et encore une fois, le meilleur moyen
pour lutter contre la déperdition des talents, c'est de les orienter vers les épreuves les plus techniques. Alors, je vais essayer de vous montrer parce que je pense que vous êtes tous des entraîneurs et que le blabla de Renaud Longuev, ça va 5 minutes, mais nous, ce qu'on aime, c'est voir des images. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit clip, tout simplement parce qu'on aime la clé et que ça nous fait plaisir de voir des vidéos sympas d'athlètes. Alors, il y a de la pub. Ça reste mon plus gros titre. Mais pendant tout le reste de ma carrière, j'ai essayé de faire. Renaud, je pense que tu as fermé le son de la présentation vidéo, donc simplement le rallumer pour le vidéo YouTube. Renaud, c'est Félix-Antoine. Je crois qu'on n'entend pas le son de ta présentation. Si sur le vidéo YouTube, tu peux activer le son. Au départ, on l'entendait bien. Ah ouais. Comme ça va? C'est bon le son là? Il n'y a pas de changement pour moi, malheureusement. Comme ça. Et j'essaie de me contenir. Là, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. C'est bon là? Désolé. Peut-être la deuxième, la troisième idée qui est passée dans ma tête, c'était Tu veux que je le remette? profite tout de suite. Là, on peut continuer comme ça, c'est bien. Ok. Après, c'est fini. Parce que derrière, tu auras une autre épreuve, tu auras une autre finale et tu seras plus le roi. J'ai mal aux pieds. Là, je regarde ma pointe, ma chaussure, et je sais que je me suis fait une entorse du pouce et qu'il y a du papier toilette dedans. Vous savez tous. Et ça m'a pas empêché d'aller chercher cette victoire parce que, comme on dit, j'étais déter. Et j'aurais pu louper, quoi. J'aurais pu passer à côté parce que j'avais mal aux pieds. Avoir la boule au ventre, pas dormir la veille, l'avant-veille, j'avais pas dormi. C'était horrible. J'ai vraiment détesté la chambre d'appel, ce genre de choses. Mais il fallait être dedans et rien montrer aux autres. Mais sans aucun doute, ouais, si je pouvais revenir et vivre tout ça, ouais, j'y retournerais, quoi. En tout cas, aujourd'hui, c'est des moments que tu ne retrouves pas dans la vie de tous les jours. Tu te trouves autrement avec d'autres choses, mais ce coup de stress et voilà, c'est lâchement de testo, tu vois. Ça, tu l'as pas autrement. Ok. Non, je t'arrête. האם זה אי פעם קרה לך? On va reprendre.
Voilà, bon, c'était histoire de mettre des images sur ce garçon donc, que j'ai entraîné. Donc, Ladji Doucouré, il commence à 13 ans. Il fait 2 entraînements par semaine pour les épreuves combinées. C'est pas le meilleur pour le département de l'Essonne. Donc, vous savez, hein, c'est la banlieue de Paris. Dans le sud de Paris, enfin, tout autour de Paris, il y a des départements. Il est 3e Benjamin du département et il fait aussi du football. Donc, il vient à l'athlétisme 2 fois par semaine parce qu'il a été détecté à l'époque sur la ville où il habitait. Il y avait un éducateur sportif qui travaillait au club d'athlétisme et qui prenait toutes les classes de CM2, c'est-à-dire à l'âge de 10 ans, et il faisait faire un 60 mètres à toutes les classes de la ville. Et dès qu'il voyait un gamin qui gagnait sa série, il prenait le numéro de téléphone des parents, il appelait les parents et il leur offrait la licence gratuite. Donc, c'est un garçon qui a grandi dans un quartier difficile, dans le sud de Paris. Et donc, il est arrivé à l'athlétisme comme ça, oui, on peut le dire, par la détection d'un éducateur sportif, François Monteillet. Et à partir de 13 ans, donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que à 13 ans, il y a 2 garçons qui sont meilleurs que lui, du même âge. Donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, la compétition régionale des pointes d'or, il y a 2 garçons du même département. Donc, ça veut dire qu'au niveau français, il est 40e, 50e pour les gamins qui ont 13 ans, quoi. En France, vous savez, on a une compétition qui s'appelle les pointes d'or, qui est la seule compétition nationale. C'est ce qu'on appelle des épreuves multiples. Les moins de 14 ans choisissent une course, un saut et un lancer. Et puis, il y a une table de cotation. Et les moins de 15 ans, c'est 4 épreuves. C'est soit 2 courses, un saut et un lancer, soit une course, 2 sauts et un lancer, ou soit une course, un saut et 2 lancers. À 14 ans, année difficile. Il se blesse, il se fracture le tibia. Il est très loin des meilleurs Français de son âge et il fait du foot encore. À 15 ans, il fait 3 entraînements par semaine, entraînement axé sur les épreuves combinées. Il a une très forte croissance à 15 ans. Et en quelques mois, il arrête le foot et il finit la saison meilleur minime français de tous les temps à la compétition des pointes d'or. Alors là, explosion. Donc, 100 mètres haies, 12,85. Saut en longueur, 7,12 m. 80 mètres plat, 9,29. Donc là, explosion d'un très grand talent. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que 2 ans avant, on ne peut pas le savoir. Puisque les 2 gamins qui étaient meilleurs que lui 2 ans avant, ils ont complètement disparu 2 ans après. Hein, là encore, c'est vraiment l'illustration de la difficulté entre l'âge chronologique et l'âge biologique. À 16 ans, toujours 3 entraînements par semaine. Il est champion de France cadet d'épreuves combinées. Donc, à l'époque, c'était Énéathlon, c'est 9 épreuves. Il n'y avait pas le 400 mètres. Et il est champion du monde cadet du 110 mètres haies. C'était les premiers championnats du monde cadet à Bydgoszcz, en Pologne, en 1999. Et il gagne avec 13,26. Il faut savoir qu'il fait des haies. Il fait toujours des gammes de haies à l'échauffement. Les 3 entraînements de la semaine, il y a toujours des gammes de haies. Mais il fait aussi de la perche, il fait aussi du poids, du disque, du javelot, il fait de tout. À 17 ans, il est champion de France cadet d'épreuves combinées. Il est médaillé de bronze au championnat du monde junior sur 110 mètres haies. Alors à l'époque, les haies étaient déjà à 1,06 m et c'était au Chili, c'était en l'an 2000. Et là, il prend une médaille de bronze. Mais encore une fois, son entraînement était orienté sur les épreuves combinées toute l'année. Mais ça ne l'empêchait pas de continuer à progresser sur le 110 mètres haies. À 18 ans, il est champion d'Europe junior du décathlon. Donc, comme Karsten Warholm, décathlon, c'était un choix, hein, le choix de retarder sa spécialisation parce que pour préserver son développement pour plus tard. Donc, il fait 7794 points, donc 10,60 au 100 mètres, 7,57 m en longueur, 12,74 m avec le poids de 7 kg.
1,84 m au saut en hauteur, 46,82 au 400 mètres, 13,77 au 110 mètres haies, 36,05 m au disque, 4,45 m à la perche, 45,90 m au javelot et 4,33,43 au 1500 mètres. Il fait aussi 13,58 au 110 mètres haies sur les haies d'1,06 m et il fait 10,48 au 100 mètres, qui restera son record, et 20,75 au 200 mètres. À 19 ans, il est demi-finaliste des championnats d'Europe indoor en senior. Donc, il fait sa première compétition senior, donc au championnat d'Europe en salle, c'est à Vienne. Il fait 7,67 sur 60 mètres haies. Et l'été, il rate les championnats du monde junior qu'il voulait faire au décathlon parce qu'il a une pubalgie. Donc, il a passé l'été en centre de rééducation et voilà. Suite à ça, on a décidé donc de la spécialisation sur 110 mètres haies. Donc, à 20 ans. À 20 ans, donc, spécialisation sur 110 mètres haies, début de la musculation lourde. Donc, avant ça, pas de musculation lourde. 13,23 au 110 mètres haies, champion d'Europe U23, demi-finaliste des championnats du monde en 2003 à Paris. À 21 ans, donc, deuxième année où il est spécialisé sur le 110 mètres haies, 13,06 au 110 mètres haies. Il est finaliste des Jeux Olympiques d'Athènes. Alors, pour ceux qui se rappellent, il était deuxième jusqu'à la dernière haie et il est tombé sur la dernière haie. Il était à la bagarre avec le Chinois Liu Chang. À 22 ans, donc, il prend sa revanche. Donc, c'est la vidéo que vous avez vue. Il gagne le championnat du monde à Helsinki. Il fait 12,97, qui est le record de France à l'époque du 110. Et il gagne également le relais 4x100 avec l'équipe de France. Voilà pour ce qui est du parcours de Ladji Doucouré. Donc, je pense que c'est un parcours qui permet d'illustrer l'accompagnement que je préconise moi pour les jeunes talents. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il a fallu lui expliquer qu'à 17-18 ans, il pouvait déjà aller gagner de l'argent dans les meetings. En France, il y a un circuit de meetings nationaux avec des primes et autres. Mais il a fallu lui expliquer que c'était plus intéressant pour lui, pour sa carrière en senior, d'aller faire un peu de saut à la perche à un niveau régional pour préparer son décathlon. Et ça, c'est sûr qu'il faut être face à un athlète qui vous fait confiance, qui fait confiance dans l'éducateur, qui fait confiance dans le plan de carrière qui a été dessiné et dans le fait que, on va investir sur une éducation athlétique basée sur les épreuves techniques parce qu'on a la conviction que c'est ce qui peut donner le maximum de munitions pour être un champion plus tard. Quelque chose de pratique, j'ai voulu, la troisième partie de mon intervention, c'est sur la préparation physique chez les jeunes. Parce que c'est toujours compliqué, vous savez, la musculation, en faire par en faire. Moi, j'ai vraiment une conviction, c'est que chez les jeunes talents, dans l'accompagnement des jeunes talents, il y a des choses, il y a deux piliers qui sont pour moi incontournables. Vous savez, il y a la préparation spécifique, c'est-à-dire les séances spécifiques, l'entraînement spécifique, et puis il y a la musculation. Et moi, j'ai la conviction qu'entre les deux, il y a quelque chose que moi j'appelle la souplesse active des chaînes musculaires. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, dont on ne parle pas assez. C'est la musculation, par exemple, faire des squats, c'est pas l'athlétisme, c'est pas le geste athlétique. Donc, il y a pour moi un truc à développer qui s'appelle la souplesse active des chaînes musculaires. Donc, je vais vous présenter ce que ça veut dire pour moi. Et pour moi, c'est ça qu'il faut développer chez les jeunes. Et la musculation lourde, ça marche. La pliométrie, toutes ces choses-là, ça marche. J'en fais faire aux athlètes. Je l'intègre dans les plans d'entraînement. Mais pour moi, s'il y a quelque chose à mettre en premier chez les jeunes, c'est la souplesse active des chaînes musculaires et le renforcement des muscles qui maintiennent le bassin. Alors, qu'est-ce que j'entends par la souplesse active? D'abord, pour moi, la souplesse passive, c'est ça. Ça, c'est une posture. Ça, pour moi, c'est de la souplesse passive. Là, l'athlète que vous voyez, Anna Minenko, qui est une triple sauteuse israélienne,
qui a été vice-championne du monde en 2015. Elle va se mettre comme ça sur une posture de souplesse passive. Elle va rester comme ça pendant 30, 40, 45 secondes. Ça, pour moi, c'est la souplesse passive. C'est un étirement qu'on va maintenir pendant 30, 45, 1 minute et ça ne bouge pas. Il n'y a pas de mouvement. Alors, la chaîne postérieure. Alors là, vous voyez un exemple. C'est l'étirement et le travail de la chaîne postérieure en sprint. La chaîne postérieure, c'est quoi? Le corps humain, il est monté en chaîne musculaire. Donc, la chaîne postérieure, c'est le triceps sural, le mollet, les ischio-jambiers, les fessiers et puis les lombaires qui sont un peu au-dessus. Donc là, vous avez une image qui illustre l'étirement et le mécanisme de souplesse active de la chaîne postérieure dans le sprint. La même chose pour le hurdler. Donc, la chaîne postérieure, voilà l'étirement actif de la chaîne postérieure du hurdler. Voilà l'étirement actif de la chaîne postérieure en longueur ou au triple saut. Voilà l'étirement actif sur la phase d'appel du sauteur en hauteur. Toujours pareil, mollet, ischio, fessier et les lombaires. Hop là, je suis allé un peu vite. Voilà la souplesse active de la chaîne postérieure de Mike Powell, par exemple, au saut en longueur. Vous voyez bien l'étirement du fessier, du mollet. Voilà l'étirement actif. Ça vaut pour toutes les épreuves. Hein, ça, c'est un coureur de demi-fond. Ben, vous voyez que là aussi, dans la foulée de demi-fond, on passe par un mécanisme d'étirement actif de la chaîne postérieure. Alors, à l'inverse, regardez, ce que j'ai dessiné en jaune, c'est la chaîne antérieure du sprinter. Alors, la chaîne antérieure, elle est bien de l'autre côté. C'est le jambier antérieur, c'est les releveurs du pied, les fléchisseurs de la cheville. C'est le quadriceps et c'est les fléchisseurs de la hanche, psoas iliaque, droit antérieur. Et puis, tout ça, c'est relié aux abdominaux. Hein, tout ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne antérieure. Alors, la chaîne antérieure du coureur de haie, étirement actif de la chaîne antérieure du sauteur en hauteur sur la phase d'appel, étirement actif de la chaîne antérieure du sauteur en longueur et au triple saut, étirement actif de la chaîne antérieure au saut en longueur dans la suspension de Mike Powell, l'étirement actif de la chaîne antérieure qu'on voit ici à l'image du perchiste sur le décollage. Et on va retrouver ça aussi chez le coureur de demi-fond, donc étirement actif à la fin de la poussée de la chaîne antérieure du coureur de demi-fond. Alors après, comment est-ce qu'on peut développer la souplesse active? Eh bien, vous voyez, par exemple, voilà une machine Schnell, où il y a un poids, il y a un balancier, et donc l'athlète va effectuer un mouvement de balistique, et ça permet de développer et de travailler la souplesse active des ischio-jambiers, des fessiers sur une machine. Voilà la même chose avec notre triple sauteuse israélienne. On peut mettre 10 kilos, 15 kilos. Les athlètes peuvent faire ça avec plus ou moins d'amplitude, plus ou moins de vitesse. C'est ce que j'appelle la souplesse active. Là, vous avez un mouvement pareil. Donc, attention, hein, ce n'est pas des postures. Donc, elle va plier sa jambe, pousser sur sa jambe, plier, tendu, plier, tendu. Voilà, ça, c'est des petits exercices de souplesse active. Et encore une fois, ça permet ensuite d'améliorer tout ce qui est mobilité dans le geste spécifique sur la piste. Là, vous avez le pied qui est dans le TRX. Et là aussi, vous allez voir l'athlète fait un mouvement d'engager du bassin vers l'avant et d'extension complète de la jambe gauche et avec donc un travail de souplesse active de la chaîne postérieure à gauche. Et donc, ce mouvement, elle l'effectue comme ça, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, une dizaine de fois. Là aussi, vous avez un travail de souplesse active en marchant.
par Héloïse Le Sueur, donc une autre athlète que j'ai entraînée, qui a été championne du monde en salle du saut en longueur en 2014 et 2 fois championne d'Europe en salle du saut en longueur. Elle aussi, j'ai eu la chance de l'entraîner à partir de 16 ans. Et elle a participé au championnat du monde junior à l'heptathlon. Donc, elle aussi, c'était un très grand talent. Mais là aussi, j'avais fait le choix d'abord, jusqu'en espoir, de l'orienter sur les épreuves combinées. Elle est allée au championnat du monde junior sur l'heptathlon. Et elle n'a pas fini d'ailleurs à Pékin. C'était en 2005, je crois d'ailleurs. Ouais. Et ensuite, elle s'est spécialisée sur le saut en longueur à partir de 19 ans. La souplesse active de la chaîne antérieure. Donc, vous avez les mains qui sont accrochées dans le TRX. Et donc, l'athlète qui va faire une flexion, mais sans bouger, sur place. Donc, descendre le bassin, monter le bassin, descendre le bassin, mais en respectant encore une fois, avec la volonté comme si elle voulait poser son genou droit sur le sol. Et ça va provoquer un étirement du quadriceps et du psoas iliaque à la descente. Là aussi, on a un exercice de développement de la souplesse active de la chaîne antérieure. Donc, le pied est accroché dans le TRX. Et là encore, l'athlète va faire un mouvement avant-arrière et étirer au maximum la hanche et la cuisse. On retrouve la machine Schnell et donc le pied donc avec un travail de balistique. Pareil, une charge très légère, 15 kg donc dessus. Et là aussi, l'athlète qui est un triple sauteur va effectuer des balancés en guidant bien l'action par le genou. Ici, c'est un exercice qui est très connu qui s'appelle le Starzyński, qui vient de l'école polonaise de triple saut. Et là, vous voyez l'étirement complet de la chaîne antérieure. Donc, on démarre à genoux et on finit le mouvement en engageant une fente vers l'avant. On finit le mouvement avec un étirement complet, un travail d'étirement actif de la chaîne antérieure. Là aussi, l'exercice, c'est avec un disque de 5 kg au-dessus de la tête. C'est dans le plan vertical, de monter et descendre en fléchissant la jambe avant avec une mécanique d'extension de la jambe avant, c'est-à-dire que l'athlète commence ce mouvement-là debout, mais en descendant, elle va plier sa jambe avant et elle va étirer comme ça la jambe arrière, la chaîne antérieure de la jambe arrière. Voilà, là c'est pareil, on a un garçon qui a un genou au sol, on respecte les principes fondamentaux, la hanche gauche est fléchie à 90 degrés, le genou gauche à 90 degrés, et il va faire un travail de pousser sur l'élastique avec ses bras, et les abdos sont abaisseurs des bras. Donc, ce mécanisme de pousser vers le bas des bras tendus, eh bien, va faire travailler les abdos et va solliciter la souplesse active du quadriceps et du droit antérieur et du psoas. Alors ça, c'est ce que j'appelle moi le maintien du bassin. Vous savez, les anglo-saxons parlent de core training, le noyau du corps humain, c'est le bassin. Jacques Piacenza, qui était un de mes profs, a écrit là-dessus dans l'éducation athlétique. Il parle de la mobilisation antéro-postérieure du bassin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est déterminant dans toutes les épreuves. Donc là, l'exercice, c'est monter, descendre sur le Swiss ball. Voilà. Ici, c'est un travail pour le dos, pour tous les muscles, les lombaires, les paravertébraux, les dorsaux, associés en chaîne aux lombaires, avec un maintien aussi du bassin, vous voyez, dans l'alignement. Là aussi, petit travail avec une roue, voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut privilégier chez les jeunes. C'est leur donner une bonne tonicité des muscles qui maintiennent le bassin.
Voilà, là aussi, c'est un exercice sur le Swiss ball. Ici, voilà le mouvement, vous voyez. Le bras va croiser la jambe et on va garder tout le plan latéral du côté gauche bien stable, bien costaud. Ici, pareil, on travaille avec un Swiss ball, avec les mains sur le Swiss ball et on va effectuer de la mobilité de hanche, c'est-à-dire ramener le genou en rotation interne, faire rotation interne de la hanche, rotation externe de la hanche, mais en gardant l'axe du corps bien stable. Pareil, là, vous avez vu l'objectif de cet exercice, c'est d'engager toute la chaîne postérieure, du pied jusqu'à la nuque, hein, jusqu'aux mains, et en passant par les fessiers, les lombaires, les dorsaux et le rachis cervical. Toutes les questions sont les bienvenues. J'ai essayé de faire compact, de vous donner un aperçu, de vous, en gros, hein, c'est vrai que sur la détection, il n'y a pas de recette. Je crois que les gens qui sont bons dans la détection, c'est ceux qui sont capables de ne pas faire une croix sur un jeune, de ne pas dire lui, il ne fera jamais rien, ou lui, il est grillé, ou lui, non, ça, c'est pas vrai. Parce que, encore une fois, ce qu'on n'a pas les moyens d'évaluer, c'est ce qu'il y a dans la tête, c'est le projet à long terme. Mais par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est de proposer une éducation athlétique à tous les jeunes qui rentrent dans les centres d'entraînement, comme moi je fais en Israël, hein, les meilleurs, je les regroupe en stage, mais je n'écarte personne. Je donne la chance à tout le monde. Mais quand il y en a qui sont vraiment très très forts, eh ben, on dessine un plan et on essaye de leur proposer un plan de carrière qui est basé avec une éducation athlétique qui s'appuie sur les épreuves techniques, parce que moi j'ai la conviction que c'est ça qui va donner le plus d'armes pour réussir en senior aux jeunes. Mais encore une fois, si on est face à des jeunes qui veulent pas lancer, qui veulent pas, eh bien il faut pas aller au conflit. On va pas au conflit avec un jeune qui veut pas faire des épreuves combinées ou autres. Il est hors de question de faire des choses que les gens ne veulent pas faire. On reste sur un principe de base qu'il faut que les jeunes s'amusent, il faut que les jeunes prennent du plaisir, il faut qu'ils aiment notre sport, il faut qu'on leur donne envie, qu'on les motive. L'axe central de tout ce qu'on doit proposer dans l'accompagnement des jeunes talents, ça doit être ça doit s'appuyer sur le développement de la motivation et principalement de la motivation intrinsèque. Voilà, bah écoutez, moi j'en ai fini de ce que j'avais préparé. Maintenant, s'il y a des questions, avec plaisir, je vais y répondre. Merci beaucoup, Renaud. Toujours très intéressant. On a plusieurs questions qui ont été posées lors de ta présentation, donc je vais essayer de les résumer puis te les poser. On a environ 20 minutes pour faire le tour. Donc, une première question qui nous a été posée par Jean-Yves Bilodeau. Comment augmenter le pourcentage des jeunes athlètes, par exemple minimes, qui ont du succès en senior? Tu nous as mentionné que dans plusieurs épreuves ou types d'épreuves, il n'y avait pratiquement aucun athlète qui ont du succès dans minime, qui vont être dans les meilleurs Français historiquement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur donner une chance d'y arriver à ces jeunes athlètes très talentueux, d'avoir du succès en senior? Moi, je pense que vous savez, même dans le demi-fond, par exemple, Mehdi Bala, à 15 ans, il n'existait pas en athlétisme, il faisait du foot. Il a commencé l'athlétisme à 16 ans. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Moi, je crois à un système tel que celui des Allemands. Hein, encore une fois, moi, j'ai énormément de contacts avec la fédération allemande. Et vous savez, là-bas, ils ont vraiment un respect énorme pour le Zehnkampf, pour le décathlon. Et tous les jeunes, que tous les grands champions, Heike Drechsler par exemple, c'est une athlète qui a commencé par les épreuves combinées. Et ensuite, elle a performé plus tard. Moi, je crois
que si notre système de compétition chez les jeunes est vraiment axé sur si tous les entraîneurs dans les clubs mettent en commun cette idée que on va proposer aux jeunes des compétitions d'épreuves combinées, et si tout le système entier est capable de proposer un système avec beaucoup de compétitions basées sur les épreuves combinées. Ladji Doucouré, par exemple, en cadet, j'avais compté un hiver, il avait battu 17 records personnels. Il avait battu son record au 60 haies 3 fois. Il avait battu en longueur, il était passé de 7 mètres 22 à 7 mètres 69. Au saut à la perche, il était passé de 4 mètres 10 à 4 mètres 40. Et au total, il avait battu 17 records personnels. Si notre système de compétition, il est basé sur ça, les jeunes, ils vont jamais s'ennuyer. Ils vont se faire plaisir tout le temps et on va en garder un maximum. Parce qu'à un moment, à la Fédération française d'athlétisme, on s'était aperçu que entre les licenciés avant l'âge de 12 ans, il y en avait 99% qui n'atteignaient pas une licence en senior. Je parle même plus de performance. Tous les licenciés, tous ceux qui commencent l'athlétisme en poussin, il y en a que 1% qui atteignent la licence senior, c'est-à-dire quand on quitte la catégorie U23. Donc ça veut dire qu'il y a une déperdition qui est énorme. Celle-là, on ne l'évitera pas parce qu'on ne fera jamais 100%. Il y aura toujours des gamins qui arrêtent pour aller faire du rugby, du foot, du judo ou autre. Il y a toujours un turnover comme ça. Mais je pense que si notre système de compétition est cohérent et qu'il est cohérent avec le système, ce qu'on appelle les filières d'accès vers le haut niveau, c'est-à-dire les centres d'entraînement, les stages nationaux, les stages régionaux, si tout ça c'est en harmonie et qu'on ne se précipite pas à dire « Waouh, lui c'est le futur Bolt » ou « Elle c'est la future Pérec ». Pérec, c'est un bon exemple. Marie-Josée Pérec, c'est la plus grande championne que la France ait jamais eue en athlétisme. Eh bien, elle a fini 11e au championnat du monde junior. 11e. Elle a fait 3 fois championne olympique. Et les 10 filles qui l'ont battue, c'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée en demi-finale, les 10 filles qui l'ont battue, eh bien, elles n'ont rien fait. Pas un podium en championnat du monde ou au JO. Donc, pour trouver la très, très grande championne sur les championnats du monde junior où il y avait Pérec, eh bien, il fallait aller à la 11e place pour trouver l'athlète exceptionnel. Moi, je crois à ça. Je crois à ça que pour augmenter ce ratio chez les minimes, il faut arriver à les séduire sur les épreuves techniques. Il faut qu'ils apprennent à faire des haies. Il faut qu'ils apprennent le saut en ciseaux en longueur. Il faut que ce soit ludique. Il faut que ce soit de l'apprentissage technique. Mais il faut aussi de la compétition. Autre exemple dans le demi-fond. Dans le demi-fond, pendant très longtemps, le record du 800 mètres en France était détenu par José Marajo. José Marajo, c'est un finaliste olympique à Moscou. C'est quelqu'un qui a sauté plus de 2 mètres au saut en hauteur et qui a fait plus de 15 mètres au triple saut. Donc, pour le demi-fond, c'est intéressant aussi que les gamins ils développent des qualités de pied, des qualités athlétiques. Et ensuite, alors évidemment, il faut du volume, du kilométrage, il faut faire l'épreuve. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en compétition, mais il faut penser au développement à long terme. Je pense que c'est ça. Si on est dans un système comme ça, ça peut marcher. Encore une fois, sans non plus dire à un jeune, parce qu'il ne fait que du sprint et qu'il est déjà très fort en sprint, il ne faut pas non plus aller voir lui et son coach en dire « Ah, il ne fera jamais rien plus tard ». Non, ça ne marche pas comme ça. Bolt, il a commencé à 15 ans et quelques mois et 20-42 au 200 mètres tout de suite. Comme ça, en 3 mois. Donc, ceux-là, faut les accueillir. Il ne faut pas non plus leur dire « non, il faut que tu ailles faire de la perche. Voilà. » Si vraiment, ça ne mord pas dans le projet. Voilà, moi j'ai toujours eu la chance d'être face à des talents. Ladji Doucouré, quand je lui ai expliqué que c'était une vraie philosophie, une démarche pour lui dans son intérêt, il a dit « Ok coach, on y va, je te suis ».
eh ben, il a pris du plaisir, il a fait du décathlon et ça a bien marché. Super, merci beaucoup pour la réponse complète, très intéressant. On a une question de Geneviève Cardeller-Infray qui demande si ça peut être une piste intéressante pour un jeune athlète dominant lors des compétitions de le surclasser. Par exemple, un athlète de 15 ans, de le faire concourir avec les 16-17 ou 18-19 pour lui donner un défi s'il est très talentueux. Qu'est-ce que vous pensez de cette avenue? Encore une fois, moi j'ai rien contre si s'il n'y a pas s'il n'y a pas dans l'entraînement, parce que vous voyez, dans ce que je vous ai présenté, vous avez bien vu que Doucouré, il fait champion du monde cadet à 16 ans, en cadet première année, avec 13,26 au 110. Il s'entraîne en faisant du poids, du javelot, de la perche. Et encore une fois, en cadet deuxième année, il participe au championnat du monde junior, donc il est surclassé. Et il prend une médaille de bronze. Ce n'est pas un problème parce qu'à l'entraînement, il ne s'entraîne pas comme un senior. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si par contre tu surclasses un athlète talentueux, mais que tu le mets avec les juniors, mais que pour qu'il batte les juniors, tu lui mets des barres sur les épaules et tu l'entraînes comme un senior, là pour moi il y a un problème. Mais sinon, je n'ai pas de problème à ce que des cadets fassent des compètes avec les juniors si dans l'entraînement, ils sont entraînés comme des cadets. Parfait, très, 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 très intéressant. Prochaine question qui vient un peu de mon cru. Je vois très bien la logique puis l'intérêt de faire les épreuves combinées pour un athlète qui en vient à une spécialisation dans les épreuves de sprint ou de saut. Ça donne l'impression d'être compatible. Je me pose peut-être la question pour un athlète qui démontre des aptitudes dans les épreuves de lancer ou d'endurance. Est-ce que vous le voyez quand même intéressant, un athlète qui peut avoir 16-17 ans, qui tend à se spécialiser au lancer du poids ou aux 1500 mètres? Est-ce que c'est tout de même compatible pour vous de faire des épreuves combinées avec ces athlètes de profil lancé ou endurance? Là, encore une fois, c'est un athlète qui a vraiment un profil lancé. Si le 1500 mètres, c'est vraiment un calvaire et que pour lui, il ne veut pas le faire parce qu'il ne veut pas avoir honte, parce qu'il va finir un tour derrière tout le monde, quoi que ce soit, il ne faut pas qu'il le fasse. Mais ce qui pour moi est important, c'est la philosophie. C'est-à-dire que celui qu'on voit déjà, parce que Doucouré à 15 ans, on le voit, c'était écrit c'était écrit comme le nez au milieu de sa figure qu'il allait être bon sur le 110 mètres haies, puisqu'il court le 100 mètres haies en 12,85, ce qui est le record de France absolu. Donc, on le savait qu'il allait être bon sur les haies. Donc, on peut se dire, pourquoi faire de la perche? Mais encore une fois, le lanceur de poids, si ça se voit que c'est vraiment son épreuve forte, je pense quand même que c'est intéressant pour lui qu'il fasse un peu de haie à l'entraînement pour développer sa mobilité de hanche, pour lui donner cette fameuse souplesse active dont j'ai parlé. Par exemple, le lanceur de javelot allemand, Thomas Roller, champion olympique, je crois qu'il a sauté plus de 2 mètres au saut en hauteur. Bon, on voit très bien que dans sa course d'élan, c'est très intéressant pour lui d'avoir développé ces qualités-là. Si le lanceur, il ne veut faire que du lancer de poids et que du lancer de poids et de la muscu, moi, je pense qu'il fait une erreur pour lui-même. Il fait une erreur pour lui-même. Et il a tout intérêt. Donc, ce que je fais, moi, en général, quand je suis face à des athlètes, en Israël, ça arrive tous les jours, j'incite aux épreuves combinées. Mais quand tu as des athlètes qui me disent « non, moi, j'ai pas envie », je ne me bats pas avec l'athlète ou avec l'entraîneur. Par contre, je vais lui dire, dans l'entraînement, c'est bien que tu fasses des bondissements. C'est bien que donc par exemple, faire un petit challenge sur du pentabond, du multibond, tu vois, faire un petit travail de… Voilà. Ce qui est important, c'est de comprendre la philosophie. C'est que tu mets en place, tu vois, tu dois mettre en place des éléments qui sont profitables pour plus tard. Et ce qu'on sait, c'est que la spécialisation précoce, elle, si tu veux, elle te formate, elle te rend asymétrique. Par exemple, le lanceur de javelot, il va avoir le bras droit qui va pas être le même que le bras gauche, comme le joueur de tennis, tu vois. Et chez les jeunes,
eh ben, il faut éviter que ça arrive trop tôt. Cette spécialisation et ce fait que tu vois, par exemple, c'est le coureur de 110 mètres haies. Moi, l'hiver, je le fais travailler des 2 jambes dans les éducatifs et dans les gammes. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'il ait un bassin qui soit complètement de travers tout le temps. Le coureur de demi-fond, par exemple, chez les jeunes, bah, c'est vachement intéressant de lui faire un petit peu de haie parce que tu sais pas, plus tard, peut-être qu'il fera du steeple. Tu vois? Et donc, c'est intéressant de lui apprendre à passer des obstacles. Ne serait-ce que des gammes, tu vois, des gammes de haies, bah, ça va lui développer sa mobilité de hanche, ça va développer, ça va booster sa qualité de pied, ça va travailler un petit peu son système nerveux. Alors après, qu'il n'aille pas faire des haies en compétition, le coureur de demi-fond, c'est pas grave chez les jeunes. Mais à l'entraînement, tu peux très bien mettre des haies espacées de 7 mètres, un peu plus basses qu'en compétition. Et puis tu sors le chrono ou tu mets 2 trucs. Et puis tes coureurs de demi-fond, ils vont faire un petit travail des petits tests de franchissement de haies comme ça, comme pourraient faire des hurdlers. Tu vois, ce qui est important, c'est la philosophie. C'est pas de forcer des gens à faire, tu vois, j'ai envie de dire, on n'est pas la Chine, quoi. Merci beaucoup. Prochaine question qui nous vient de William Lajeunesse en lien avec le développement de la souplesse active dont vous avez parlé. Il demande à quel moment dans l'entraînement vous priorisez ce type de travail. Est-ce qu'on dédie une séance spécifiquement au développement de la souplesse ou est-ce que c'est dans la phase d'échauffement avant de faire un travail spécifique? Comment vous voyez ça? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Moi, je pense que c'est bien dans l'échauffement. Par exemple, d'intégrer des choses avec des élastiques, tu vois, ou comme tu as vu la sauteuse en longueur qui fait des passages marchés entre les haies. Tout ça, c'est des très bonnes choses à faire en fin d'échauffement, à intégrer dans les fins d'échauffement. Mais on peut aussi dédier 2 entraînements à la souplesse active en y mettant, tu vois, de la balistique, des choses comme ça. Ça peut faire ça peut faire le. J'ai envie de dire ça, c'est la cuisine de chaque coach. C'est la cuisine de chaque coach. Il y a rien qui est interdit. Et il y a plusieurs chemins qui mènent à la réussite. Voilà, c'est un message que j'aime mettre en avant. Il y a plusieurs chemins qui mènent à la réussite. Parfait, merci. Vous avez parlé beaucoup d'exemples d'athlètes qui ont joué au foot, donc au soccer, comme on dit chez nous au Canada. On a une question qui nous vient de George Gay en lien avec comment vous voyez la combinaison avec la pratique de d'autres sports, puis peut-être aussi les sports où on peut avoir un entraînement, disons, physiologique comme le vélo, la natation, combiné à un entraînement pour un spécialiste d'athlétisme, autant en jeune âge. Comment vous voyez la pratique de d'autres sports en même temps, puis à quel moment l'athlète devrait se spécialiser en athlétisme, puis dans quelle mesure on peut, même lorsqu'il est spécialisé, utiliser des moyens d'entraînement alternatifs d'autres disciplines sportives? Alors, la pratique en compétition, par exemple, d'un autre sport, natation, par exemple, je vois dans la question natation, il y a quand même, pour moi, je pense que si la Djidoukouri, le problème de la natation en compétition, c'est qu'il faut faire des longueurs et des longueurs et des longueurs et des longueurs. Et surtout, bah, c'est un sport porté dans un fluide où les contractions musculaires, elles sont vraiment, vraiment très éloignées de l'athlétisme. Donc, je dirais, par exemple, un sport collectif, moi, je vois aucun problème à ce qu'un jeune talentueux fasse à la fois du basket et de l'athlétisme jusqu'à 15-16 ans, voire 17. Encore une fois, si ça ne le blesse pas, s'il arrive à récupérer, et voilà, l'un peut apporter à l'autre. Hein. Je vous ai dit, mais Dybala, il a développé sa VMA et ses aptitudes dans le football. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais voilà, après, c'est des questions de est-ce que ça match avec les études de faire tout ça en même temps? Je sais que Christian Taylor, par exemple, faisait du foot américain, du foot US jusqu'en high school et de l'athlétisme en même temps. Et après, il a fait le choix quoi, en college. Mais donc,
Donc, moi, je suis pour. L'idéal, ce serait, oui, une éducation très large où les gamins pourraient avoir touché à plusieurs sports. Après, je vous l'ai dit, entre la natation et l'athlétisme, je pense qu'il y a un moment, la natation va ramollir plus qu'autre chose pour l'athlète. Et là, on peut avoir vraiment des mécaniques, des effets contraires, quoi. Le vélo, marcherait un peu plus. Par exemple, pour le demi-fond, c'est vrai que le vélo permet de faire du volume. Ça fait un renforcement musculaire en concentrique qui est intéressant. Mais là encore, la particularité de l'athlétisme, c'est le contact au sol et la réponse pliométrique coordonnée de tous les muscles. Donc, voilà, faut juste être attentif à ça. Mais moi, j'aime bien la cohabitation entre un sport collectif et l'athlétisme jusqu'à 16-17 ans. Pour moi, ça ne doit pas poser de problème, même sur des jeunes très talentueux, quoi. Parfait, merci beaucoup. Peut-être une dernière question que je vous pose, puis qui peut enchaîner avec une conclusion. Si un entraîneur là, vient d'écouter votre présentation, trouve ça assurément très intéressant, mais se rend compte que dans sa pratique ou dans le modèle qu'on pratique en général au Québec, on a tendance à spécialiser peut-être un peu trop tôt dans une épreuve ou dans un groupe d'épreuves par rapport à ce que vous recommandez. Comment est-ce qu'on peut graduellement implanter des changements dans notre pratique pour tendre vers un modèle qui se rapproche de ce que vous proposez, davantage en lien avec le développement à long terme? Parce que pour toute forme de changement, il y a des gens qui peuvent être réfractaires. Si on dit à un jeune athlète de 14-15 ans, non, tu ne feras plus seulement des haies ou du sprint en compétition, tu vas faire des épreuves combinées. Comment on peut vendre ce modèle-là aux gens dans notre milieu? Bien sûr. Alors, déjà, le premier truc à faire, c'est communiquer. C'est-à-dire moi, je vais vous raconter mon histoire. Je suis arrivé en Israël, j'ai découvert cette fédération en 2018. Ils m'ont contacté, ils m'ont proposé un contrat de 3 ans pour justement faire des changements en profondeur. Et donc, mon premier chantier, ça a été de changer les compétitions chez les jeunes. Parce que qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert qu'il y avait des championnats individuels par spécialité des moins de 13 ans, des benjamins. C'est-à-dire qu'il y avait un championnat d'Israël moins de 13 ans, 200 en longueur, 200 en hauteur, de perche, de tout. Alors qu'en France, c'est interdit. Alors qu'en Allemagne, c'est interdit. Alors que, voilà. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'est de dire, eh bien, je supprime le championnat individuel de sprint de demi-fond des moins de 13 ans. Et alors là, je peux vous assurer, j'ai eu des coups de téléphone le soir à minuit de parents qui m'insultaient que comment je pouvais détruire un système qui existe depuis 30 ans et que son fils n'allait pas gagner la médaille d'or pour laquelle il s'est entraîné, tout ça. Et il faut garder son calme, il faut penser aux jeunes, et moi j'ai expliqué à chaque parent qui venait me voir, à chaque entraîneur qui venait me voir voilà, qu'il y a une compétition qui remplace les championnats individuels. Donc, j'ai créé les pointes d'or israéliennes, les Golden Spikes. Et donc, j'ai remplacé le championnat par spécialité par des épreuves multiples. C'est l'alternative aux épreuves combinées. C'est-à-dire qu'ils choisissent une course, un saut, un lancer, comme en France. Donc, ça oblige au moins que le club qui est déjà très spécialisé dans le demi-fond, eh ben, il a un jeune qui fait 2,50 au 1000 ou 2,45 au 1000, eh ben, il va juste 3 mois avant les pointes d'or, il va lui faire un petit lancer de poids, un saut en longueur, et puis le gamin, il peut se mesurer au sprinter qui, lui, va aussi faire l'effort de faire un saut en hauteur, de faire… Voilà, l'idée, elle est là, c'est de mettre un système de compétition entonnoir où tu veux aller à la compétition nationale, tu es obligé de choisir une course, un saut à lancer. Donc, ça veut dire que dans l'entraînement, tu es obligé au minimum, c'est ce qu'on appelle mettre un périmètre de contrainte. Moi, je pense mais encore une fois, les choses doivent se faire avec pédagogie. Il faut modifier le système parce qu'on est convaincu que c'est pour le bien de tout le monde, que c'est pour le bien de tous les gamins. Alors évidemment, il y en a qui me disent, non, moi,
je n'aime que le sprint, je ne veux faire que du sprint. Bon, eh ben, tu feras que le sprint, mais tu le feras pas à la compétition nationale. Il y a d'autres compétitions dans l'année, mais tu le feras pas à la compétition nationale. Je crois qu'à un moment, il faut que nous, éducateurs, nous, le système, on est là pour proposer un système qui est cohérent avec nos idées et avec la philosophie qui est la bonne pour le développement du gamin. Voilà. Excellent, c'est très, très intéressant. C'est ce qui conclut la présentation d'aujourd'hui. Donc, à mon nom personnel puis celui de mes collègues de la Fédération québécoise d'athlétisme, on vous remercie beaucoup. C'était très enrichissant, on a apprécié. Il y a quelques entraîneurs qui ont posé des questions en lien avec si c'était possible d'avoir accès à la présentation au PowerPoint. Moi et mes collègues feront un suivi avec Renaud, puis si jamais il est à l'aise, on le distribuera aux entraîneurs qui ont assisté. Peut-être un dernier petit point au niveau logistique. Donc, présentement, on débute théoriquement une période de pause de 11h à 11h15 et à 11h15, vous avez votre prochaine présentation. Dépendant de la catégorie dans laquelle vous êtes inscrit, la présentation peut être différente. Il y a différents formats qui vous seront proposés. Donc, vous retournez sur la plateforme sous l'onglet Présentation et à partir de 11h15, vous allez pouvoir joindre la présentation auquel vous souhaitez assister pour la suite du congrès. Donc, bonne suite de congrès à tous et merci beaucoup à Renaud d'avoir gentiment partagé son expertise. Avec grand plaisir. J'espère un jour vous rendre visite. Je n'ai jamais mis les pieds au Canada. Je suis allé aux États-Unis de nombreuses fois, mais je suis curieux de découvrir votre magnifique pays un jour. Ah, ça nous fera plaisir de vous inviter. Au plaisir. Allez, au revoir.